Qu'a-t-on appris sur le terrorisme islamiste et la haine des Juifs ces 25 dernières années? En 2002, le journaliste Daniel Pearl du Wall Street Journal a été tué par des terroristes d'Al-Qaïda. Avant qu'il ne lui coupe la tête en direct, il a prononcé ces mots célèbres. « Mes deux parents sont juifs, donc je le suis aussi. » Depuis, la menace terroriste et la volonté des islamistes d'éradiquer Israël n'ont cessé de croître, culminant avec l'horreur du 7 octobre et la hausse de l'antisémitisme mondial. Aujourd'hui, dans Think Twice, nous en parlons avec Judea Pearl, père de Daniel Pearl et auteur d'un recueil d'essais sur la lutte contre ce qu'il nomme les sionophobes qui veulent tuer des Juifs et détruire l'État juif. Bienvenue dans Think Twice. Aujourd'hui, nous vous proposons une conversation essentielle avec le chercheur Judea Pearl, engagé depuis 24 ans contre la haine des Juifs après la mort de son fils. Le meurtre de Daniel par Al-Qaïda. Avant de débuter le programme, je vous rappelle, comme toujours, de réfléchir à deux fois. Jonathan Tobin propose un podcast quotidien où je partage plus d'actualités et d'analyses sur les grandes questions actuelles. Retrouvez l'émission Jonathan Tobin Daily sur GNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Et maintenant, passons à l'émission d'aujourd'hui. Les mots « Je suis juif » prononcés par le journaliste enlevé du Wall Street Journal, Daniel Pearl. Peu avant son assassinat par des terroristes islamistes, cela a marqué un monde déjà choqué par le 11 septembre. Mais qu'est-il advenu de la répulsion généralisée contre la haine ouverte des Juifs de ces monstres, qui s'était exprimée dans le monde civilisé? Puis, au fil des années depuis que Daniel Pearl a été assassiné par ceux qui sont déterminés à la destruction de l'Occident et des Juifs, l'antisémitisme et le soutien à la destruction du seul État juif de la planète n'ont pas seulement augmenté, ils sont devenus courants et normalisés. Un homme dont toute la carrière politique a tourné autour de la cause de la destruction d'Israël vient d'être élu maire de New York. Zoran Mamdani. Le New York Times, principal journal de la ville à la plus grande population juive, soutient quotidiennement cette position dans ses pages. On demande aux Juifs de l'accepter et de ne plus se plaindre. Le père de Daniel Pearl offre une perspective unique sur le temps qui passe et la lutte contre l'antisémitisme. Judea, universitaire renommé et voix éloquente, œuvre à préserver la mémoire de son fils et à lutter contre ce qu'il nomme la phobie du sionisme. Nous sommes honorés de sa présence aujourd'hui. Le docteur Judea Pearl est professeur de sciences informatiques et de statistiques à l'Université de Californie à Los Angeles et directeur du laboratoire des systèmes cognitifs de l'Université de Californie à Los Angeles. Il est reconnu internationalement pour ses contributions à l'intelligence artificielle, au raisonnement humain et à la philosophie des sciences. Il est le père du journaliste assassiné du Wall Street Journal, Daniel Pearl, et président de la fondation Daniel Pearl, cofondée avec sa famille en 2002. Il donne souvent des conférences et écrit sur l'identité juive, le conflit israélo-arabe et l'histoire du sionisme en Israël sur le campus. Et il est l'auteur de La nouvelle coexistence et autres mots de combat, écrit choisi de Judea Pearl, 2002 à 2025. Judea Pearl, bienvenue à Think Twice. Heureux de te voir, Jonathan, et d'être dans ton émission. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Professeur Pearl, j'aimerais débuter en abordant l'événement qui vous a mis en avant dans le plaidoyer. Vous avez écrit peu de temps après la mort de votre fils que son assassinat était une trahison de l'humanité. Depuis, vous avez consacré votre énergie à préserver sa mémoire et à combattre les forces responsables de ce crime. Votre recueil d'essais témoigne de ce combat. Après 24 ans, pensez-vous que nous avons perdu du terrain? Comment le discours haineux ayant motivé ces meurtriers a-t-il évolué au fil des années? Pensez-vous que je sois devenu plus sage sur certains aspects? Oui, vous savez, j'ai mené une longue série de dialogues avec des érudits musulmans. J'ai parlé avec la communauté musulmane, j'ai parlé avec des Palestiniens.
Et j'en suis venu à la conclusion que ce que nous pensions être la source de leur hostilité, c'est le colonialisme et d'autres maux de l'Occident. Et j'en suis venu à la conclusion que nous étions passés à côté de l'essentiel. Quoi? Ce qui alimente leur colère et leur hostilité, c'est tout simplement l'existence d'Israël. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter, qu'ils ne peuvent pas intégrer, avec lequel ils ne peuvent pas être d'accord. Et c'était l'obstacle dans toutes mes tentatives de créer un lien avec, disons, l'autre camp. Je suis arrivé à cette conclusion à la fois à travers mes dialogues et lors de ma visite à Doha en 2005. Et bien sûr, depuis lors, nous avons eu de très nombreuses occasions de voir la manifestation de cet obstacle. Je pense que c'est une observation importante. Vous avez écrit et parlé, attirant l'attention sur le fait que l'antisionisme est une forme de racisme. Vous estimez que le terme antisémitisme ne suffit pas pour désigner la haine anti-juive, y compris l'antisionisme, et qu'il faudrait utiliser sionophobie. Pourquoi? Oh, c'est absolument vrai. Quand on parle d'antisémitisme, il se passe plusieurs choses. Tout d'abord, tous les philosophes s'avancent et disent non, ce n'est pas exactement de l'antisémitisme, puis ils commencent à citer les vastes littératures sur l'antisémitisme, ce que c'est, et ils arrivent à la conclusion que non, non, non. La situation actuelle est différente, et ils ont raison. C'est différent, nous avons un virus différent, et nous devons le combattre avec un médicament différent. Donc dans la vie sur le campus, cela a été clairement documenté. Chaque fois que vous prononcez le mot antisémitisme, vous perdez du terrain. L'université nomme un groupe de travail sur l'antisémitisme. Il siège 10 ans. Tous les philosophes sont invités, ils gravissent le mont Olympe, puis ils en ressortent avec une détermination tiède. C'est ou pas, ce n'est pas la question. Si vous écoutez ce que nos adversaires prétendent, ils veulent qu'un sioniste soit exclu du campus, ils veulent que les étudiants, n'est-ce pas, qui sont sionistes, aient honte et se sentent exclus, qu'ils aient le sentiment de ne pas appartenir. Et nous nous attaquons aux mauvais adversaires. Deuxièmement, ils peuvent toujours, peu importe. Vous proposez une définition de l'antisémitisme, ils peuvent revenir et dire non, nous ne sommes pas antisémites, nous aimons les juifs. Nous apprécions qu'ils prient 3 ou 5 fois par jour s'ils le veulent et mangent dans une cafétéria cachère. Nous sommes prêts à ériger des barricades pour cela. Ce que nous détestons et contre quoi nous résistons et ce que nous essayons de... ce à quoi nous sommes à nouveau hostiles, c'est l'existence d'Israël et les personnes qui soutiennent Israël. Donc nous parlons de deux choses différentes. Notre adversaire prétend que nous détestons les sionistes et l'université leur dit que nous allons éradiquer l'antisémitisme. Ça ne marche pas. Et je parle maintenant du point de vue d'un professeur qui mène ce combat sur le campus depuis 25 ans. D'accord, mais c'est une vision erronée du monde universitaire. Passons à une arène plus large. Nos adversaires, les Palestiniens, je ne cesse de le dire, il suffit de les écouter, ils disent presque la même chose. Nous aimons les Juifs, nous les ramènerons en yacht jusqu'en Allemagne. Si c'est ce qu'ils veulent, tant qu'ils vont en Allemagne et ne restent pas au Moyen-Orient. Et ils continuent de dire, et si tu les écoutes, dans tout leur mégaphone, ils crient.
ou nous ne pouvons pas accepter l'existence d'une autonomie juive sur quelque territoire que ce soit, n'importe où au Moyen-Orient. C'est ce qu'ils disent. Et si vous, je peux vous citer, qui dois-je citer? Qui pouvons-nous citer? Chaque fois que vous dites cela à un gauchiste ou à quelqu'un qui est pro-palestinien, vous obtenez la réponse non. Certaines personnes accepteraient l'existence d'Israël, mais la réponse reste non. Vous ne pouvez pas trouver de telles personnes. Et certainement pas de la part de leur porte-parole, pas de la part des journalistes, pas de la part de leurs clercs, non de leurs dirigeants. Alors peut-être que vous pouvez les trouver parmi les gens ordinaires, n'est-ce pas? C'est la réponse. Il y a des gens ordinaires qui accepteraient l'existence d'Israël. Non, comment le saurais-je? Je les écoute ici en diaspora. Ici, ils sont libres sans l'autorité palestinienne. Ils peuvent parler et écouter librement. Regardez ce que disent mes collègues, les collègues palestiniens ici dans la diaspora. Et ils ne cessent de renforcer en étant d'accord avec ce que je dis, à savoir que non, l'existence d'Israël ne sera jamais acceptée par aucun Palestinien. Quand nous ne les écoutons pas, nous continuons alors à agir comme s'il y avait une chance de former une sorte de consensus pour les apaiser d'une manière ou d'une autre, afin que la solution à deux États, que je défends très fermement, puisse être concrétisée. Mais il y a certaines conditions pour que cette utopie se réalise et nous ne voyons pas ces conditions. C'est tout à fait vrai. Et je suppose que vous savez la question que je dois poser concernant, vous savez, les 24 années de plaidoyer que couvre votre livre. Je pense qu'en 2002, il semblait d'y avoir, dans le sillage du 11 septembre. Et puis le choc qu'a causé le meurtre de votre fils. Il y avait ce sentiment que les meurtriers d'Al-Qaïda étaient considérés comme des gens terribles, comparés à des nazis, et que tout le monde devait s'y opposer, sans distinction. Ou bien est-ce qu'ils le sont, vous savez? La question maintenant est, pense-t-il que les auteurs de ce crime étaient différents des auteurs des crimes scandaleux du 7 octobre? Ou bien ne réfléchissent-ils tout simplement pas à tout cela? De qui parlez-vous exactement? À qui posez-vous la question de savoir s'ils pensent d'une manière ou d'une autre? Je parle de l'opinion générale sur les campus. Il semble qu'il y ait eu un changement, n'est-ce pas? Il y a certains segments de la société qui pensent que tout cela est le résultat de l'impérialisme américain et rien d'autre, mais ce sont des personnes à la pensée simple. Parlons des intellectuels ou des personnes impliquées. J'ai rencontré d'excellents Pakistanais à l'époque qui étaient très déterminés à lutter contre les éléments extrémistes au Pakistan. C'est vrai. Et il y a aussi des gens en Occident. Mais quand j'en suis venu à discuter, disons, en public, lorsque nous avions des dialogues publics et que nous en venions à parler d'Israël, un mur blanc, ça ne pénètre tout simplement pas, et cela est peut-être dû à la théologie motivation ou aux arguments théologiques qui, vous savez, disent que une foi islamique, toujours islamique, cela ne peut pas être transféré au Dar al-Harb, la maison de la guerre. Ce qui signifie qu'une fois que vous avez la domination, ou disons la possession, une possession islamique sur la terre, elle ne peut pas être transférée à la domination des infidèles. Et cela est profondément ancré dans le cœur de chaque musulman, sauf bien sûr chez les modérés, les vrais modérés, qui sont rares, mais ils existent.
J'ai donc trouvé que c'était un monde, un mur de communication, surtout lors de mon voyage à Doha en 2005, je l'ai vu très clairement, il était là. L'idée était travaillons ensemble avec les Américains pour faire avancer le progrès et la démocratie dans le monde musulman. C'était le nom de la conférence et je suis revenu avec une conclusion simple, la réponse musulmane donnée par des personnes éclairées et modérées. La réponse a été si vous voulez que nous soyons progressistes, si vous voulez que nous avancions vers la modernisation, donnez-nous la tête d'Israël sur un plateau d'argent. C'est notre condition. C'était un bon marché. Vous savez, vous voulez que nous progressions, pas nous, et nous devons vous faire la faveur de progresser vers la modernité. Oui, à condition d'éliminer Israël. C'est clairement le cas dans le monde arabe, mais je pense que ce qui trouble beaucoup de Juifs depuis le 7 octobre, c'est la façon dont ce que vous appelez la sionophobie est devenu normalisé, courant ici aux États-Unis, sans même parler de l'Europe. Comment la normalisation de la sionophobie a-t-elle autant progressé et comment pouvons-nous inverser cette tendance? Ce que je soupçonne, c'est qu'après le 7 octobre, ce que nous avons vu, l'explosion de xénophobie en Occident révèle que l'idée selon laquelle Israël méritait d'exister n'a pas vraiment pénétré assez profondément, même en Occident. Ce qui signifie que nos amis en Occident, toutes les personnes sur lesquelles nous comptions pour nous soutenaient par opportunisme. Il était à la mode de soutenir Israël, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'ont vraiment pas intériorisé cette idée, parce que signifie-t-elle cette idée? Les Juifs sont normaux. Le sionisme est une quête juive de normalité. Et cela n'a même pas pénétré dans le monde chrétien, dans le sens où de nombreux chrétiens sont dévots et se rappellent que nous avons tué la divinité. Je pense que cela est suffisamment ancré dans l'esprit de beaucoup de gens, au moins, sinon cette force théologique, du moins l'idée que les Juifs sont spéciaux. Les Juifs ne sont pas normaux. Ils sont talentueux, ils sont puissants, ils doivent être protégés et ils doivent même être admirés. Mais ils sont différents, ils ne sont toujours pas aussi normaux au sommet de l'échelle écologique. Par conséquent, l'idée que Israël devrait exister est mise en doute. Qui dit qu'il devrait exister? Si Israël existe, cela signifie que les Juifs sont normaux et c'est quelque chose que beaucoup de gens en Occident ne peuvent pas accepter. C'est ma conclusion après avoir vu l'explosion de xénophobie après le 7 octobre. Oui, le 7 octobre. Que penser du phénomène des Juifs antisionistes? Même à New York, des Juifs l'étaient. Mamdani, un homme dont toute la carrière politique a tourné autour de la campagne pour détruire Israël. Vous avez écrit dans un essai qu'ils sont comme des maranes, des Juifs secrets. Pouvez-vous expliquer cela et me donner votre avis sur cette question? Ils subissent des pressions comme tout le monde, des pressions de leur père pour se conformer à la mode, et si la mode est de détester Israël, ils s'y joindront pour être acceptés socialement. Je comprends cela et c'est similaire à cette pression. Bien sûr, la pression à l'époque de l'Inquisition était bien plus sévère que celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais il s'agit toujours de la pression sociale pour suivre la foule ou conserver son identité. Et ces personnes ont abandonné leur identité et elles ont, comme le dit mon ami Einat Wills,
Ils leur ont donné leur chair, une livre de chair, car c'est exigé pour être accepté socialement et ils en subissent les conséquences. Hier encore, nous avons vu un sénateur en Californie changer d'avis. Due to en raison de sa pression sociale. Lorsque ses adversaires lui ont clairement posé la question, Israël commet-il un génocide? Et il a cédé à la pression, coupant essentiellement la meilleure partie de la chair. Si nous parlons de la métaphore de la livre de chair, de son identité, et qu'il a dit « Oui, Israël commet un génocide, se conformer à cela ». Donc la conclusion, comment les traiter? La communauté juive les a en quelque sorte excommuniés. Pas officiellement, ce sont les Marans, mais au moins cela les a exclus de la communauté, définitivement des synagogues. Ils n'entraient pas dans la synagogue et ils ne revendiquaient pas d'avoir une bima dans notre synagogue. Et aujourd'hui, les nouveaux Marans réclament une place à la bima. Où est notre bima aujourd'hui? Nous n'allons pas à la choule, mais nous avons notre académie. Notre académie est la bima du vieux monde, la synagogue. Ils affirment avoir le même droit de parler au nom des Juifs. C'est juste une forme différente du judaïsme, et c'est faux. J'aimerais que nous ayons une direction assez forte pour les excommunier officiellement. C'est un point important. Une grande partie de la direction du monde juif organisé a eu peur et cultive le consensus. Et ils sont beaucoup plus préoccupés par le fait de heurter, vous savez, les sensibilités de gauche que par le fait d'avoir réellement une communauté qui défend quelque chose. Je suis complètement d'accord avec vous. Dans certains cercles, les voix s'élèvent plus fortement contre eux, mais sans jamais aller jusqu'à l'excommunication officielle. Par exemple, Hitler est allé jusqu'à dire cela. Nous ne collaborerons pas avec des organisations niant le droit d'Israël à exister comme voix juive pour la paix. Et Hitler a été critiqué pour cela au nom d'une grande ouverture, mais il maintient toujours sa position et je pense qu'il a raison et je suis content qu'il l'ait fait. Ce genre de dichotomie doit être maintenu dans toute la communauté juive. Eh bien, je pense aussi qu'une partie du problème est que, vous savez, vous avez mentionné que tous les Juifs ne vont plus à la synagogue. Et vous savez qu'est-ce que la BIMA? Vous avez dit l'Académie? Je pense qu'une autre BIMA est une institution de la presse grand public comme le New York Times, que beaucoup de Juifs considèrent encore comme la Bible. Et des personnes comme Peter Beinart, dont nous avons déjà débattu, tu vois? Il a une tribune là-bas qui est refusée aux sionistes. Et cela donne une certaine légitimité à sa position dans une partie de la communauté juive. Tout ce que nous pouvons faire à ce stade, tant que nous n'avons pas de leadership fort, c'est de continuer à dire « ne parlez pas au nom de la communauté juive ». Pour nous, vous n'êtes pas un juif, je les appelle des ex-juifs ou hier des juifs. Maintenant, l'une des questions clés qui, à mon avis, a pris de l'importance avec l'influence omniprésente de la théorie du colonialisme de peuplement, tant dans le monde universitaire que dans la culture populaire, est la notion de qui est autochtone. Les Juifs sont autochtones en Israël, mais sont pourtant qualifiés de colonisateurs et même d'oppresseurs blancs. Je suppose que la question est, pourquoi les laissons-nous nier les droits des Juifs, nier leur existence en tant que peuple? Est-ce parce que les réalisations d'Israël dépassent leurs obsessions pour la race et la classe et redonnent de la dignité au nationalisme? Vous abordez ce sujet dans votre livre. Je l'écris à plusieurs niveaux. D'abord, nous devons comprendre quelle est la définition de l'indigénéité. Et mon slogan est « deux États pour deux peuples, également légitimes et également indigènes ». Donc je dis « également indigènes ».
Je pense qu'à terme, une solution à deux États est nécessaire. J'ai dit également en vertu de quel principe? Eh bien, l'indigénéité est définie comme une composition de trois facteurs. L'un des facteurs que j'aimerais écarter tout de suite, c'est la lignée génétique. Et la lignée génétique que les Palestiniens continuent de revendiquer est un critère raciste et nous ne devrions vraiment pas considérer ce critère comme le principal indicateur de l'indigénéité. On peut débattre des tests acides désoxyribonucléiques et de la continuité génétique, mais l'idée même que vos gènes définissent votre appartenance est raciste. Il y a donc deux autres facteurs, la résidence continue, la présence physique, et c'est ce que les Palestiniens possèdent. Mais il y a un autre facteur, un troisième facteur qu'ils négligent et que nous devrions mettre en avant, c'est la connexion historique. Nous l'avons, les Palestiniens ne l'ont pas, et je peux dire catégoriquement, si vous étudiez l'histoire de la Palestine, des Palestiniens, n'est-ce pas? Ils n'ont pas d'histoire au sens où nous l'avons. Ils n'ont pas de fête nationale, ils n'ont pas de héros cananéens ou de fêtes cananéennes, ils n'ont pas d'histoire. Demandez-leur de nommer un dieu philistin. Ils ne pourraient pas. Nous chantons des chansons écrites au Moyen-Orient il y a 3000 ans. Tout enfant israélien peut chanter Ozi Vizimirati. Oui, elle a été écrite il y a 3000 ans, Shirat Hayam. Mais nous voilà, nous avons une connexion historique, ils ont une résidence continue. Nous faisons un compromis et nous disons également autochtones. Ils ont été de très bons gardiens des coutumes et de l'agriculture de ces régions du Moyen-Orient et nous les accueillons. Je crois que Ben Gourion a suggéré qu'un temple n'est pas nécessaire pour se dire autochtone. Nous vous donnons ce titre en vertu du fait que vous êtes de bons gardiens de cette terre, mais vous devez accepter l'adjectif égal. Oui, que les Juifs sont aussi le lien juif. Mais bien sûr, le but est justement d'effacer le lien juif, d'effacer l'histoire juive. Et si vous effacez l'histoire juive, vous effacez les droits juifs. Absolument oui, parce que notre acte de confiance, c'est notre histoire. Vous y avez déjà fait référence, je crois, à plusieurs reprises, mais j'ai été très marqué par votre essai sur votre visite et votre intervention au Forum de Doha. Doha, capitale du Qatar, fait beaucoup parler d'elle actuellement. Et vous étiez là-bas en 2005 lorsque des Arabes modérés exigeaient l'effacement d'Israël. C'était en quelque sorte un tournant pour vous, d'une certaine manière, une prise de conscience. Oui, Avez-vous le sentiment que, pendant les 20 années qui ont suivi, le Qatar, pour être franc, a vu son influence se métastaser? Vous savez, c'est le principal donateur de l'enseignement supérieur américain. Son influence est vraiment omniprésente. Avez-vous le sentiment qu'il y a eu un assouplissement de cette position depuis lors, ou est-ce tout aussi fort, tout aussi implacable, tout aussi fermé à la tolérance envers les droits des Juifs qu'à l'époque? c'est même pire. Bien pire, je le vois dans le poison qu'ils répandent et qui pénètre l'esprit occidental et les journalistes à qui tu ne peux pas parler. Une fois, j'ai parlé à un journaliste d'Al Jazeera, il voulait m'interviewer. Il m'a demandé « Êtes-vous sioniste ?» J'ai répondu « Qui ne l'est pas ?» Il n'a pas publié l'interview. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter l'idée d'une autonomie juive n'importe où dans le monde. Peut-être qu'à Birobidjan, ils l'accepteraient. Oui, en faisant référence aux faux États staliniens en Sibérie.
qui était en quelque sorte une parodie du sionisme. Mais oui, cette intolérance continue aujourd'hui. Dans vos écrits, vous évoquez la question du génocide que vous avez déjà mentionné aujourd'hui. Dire qu'Israël commet un génocide est une accusation calomnieuse sans fondement factuel. Mais vous allez plus loin et vous avez cherché à rappeler au monde que vous, en tant qu'Israélien de naissance, avez survécu à un génocide intentionnel en 1948. Pourquoi cette histoire est-elle oubliée et doit-on la rappeler? Nous devons la rappeler pour deux raisons. Pour moi, justification pour la création d'Israël, c'était une guerre de défense et les gens oublient que nous étions là sous la menace d'un génocide. Mais deuxièmement, et c'est plus important, il faut comprendre qu'établir aujourd'hui un État palestinien serait un acte génocidaire. Les gens ne comprennent pas cela, ou bien quand on parle d'occupation, les gens ne comprennent pas cela. Israël ne pouvait pas simplement se retirer de la région de la Cisjordanie et accorder une autonomie totale aux Palestiniens. Une autonomie totale signifie que vous contrôlez les importations et les exportations, que vous décidez qui entre, qui sort, et si vous avez le droit de porter des armes. Israël ne pouvait pas donner à ses voisins autant qu'il le voudrait, car cela deviendrait immédiatement un tremplin pour éliminer Israël à partir d'une position de force. Nous avons déjà tenté cela à Gaza, non? C'est discutable, car nos adversaires disent que Gaza était une prison à ciel ouvert, etc. Mais qu'en est-il du blocus, etc. Mais parlons de la Cisjordanie. D'accord. Où, en théorie, le Hamas n'est pas présent et l'autorité palestinienne est éclairée. Mais un autre point que les gens ne réalisent pas, c'est qu'éliminer Israël aujourd'hui, même gentiment sur un yacht, c'est un acte de génocide. Et pourquoi? Parce qu'Israël a des obsessions, les Israéliens ont aussi des obsessions, et ils sont déterminés à ne pas abandonner leur souveraineté, quoi qu'il arrive. Appelez ça une obsession. Mais cela existe aujourd'hui, ce qui signifie que si vous éliminez Israël aujourd'hui, vous allez devoir combattre l'armée israélienne bunker par bunker, endroit par endroit. Nous parlons de sacrifier 3-4 millions d'êtres humains qui ne vont pas abandonner leur souveraineté dans le but de rendre le monde meilleur. En éliminant Israël, c'est ce que l'esprit occidental ne comprend pas, que les Israéliens se battront pour leur souveraineté avec autant de force et d'acharnement que les Palestiniens. Ce qui signifie que toute tentative maintenant d'éliminer Israël, ou même de l'affaiblir et d'en faire un État, un droit binational, ils y résisteront, et si vous les forcez, cela signifie qu'il y aura une guerre sanglante. Cette guerre sanglante coûtera 3 ou 4 millions d'Israéliens, et c'est un coût, et un musulman doit se demander si ce coût en vaut la peine. Le plaisir d'avoir éliminé Israël. Comme c'est du sang juif versé, il s'en soucie peu et c'est le vrai problème. La destruction d'Israël ne peut être accomplie que par le génocide de son peuple, et en effet, c'est l'objectif déclaré du Hamas. C'est exact, mais vous voyez, la différence, c'est que le Hamas admet qu'il va utiliser la force pour le faire, ainsi que des armes et des roquettes. Les gens de mon quartier, avec leur esprit occidental, pensent « faisons-le gentiment ». Éliminons simplement Israël de nom et transférons-les sur des yachts vers l'Europe. Si certains veulent vivre et que d'autres veulent rester sous contrôle arabe, qu'ils restent là-bas, dans leurs villas et leurs fermes, et cela n'arrivera pas. Ce n'est pas possible tout simplement parce que les Israéliens, eux aussi, ont une obsession.
Ils n'abandonneront pas leur souveraineté sans se battre. Et c'est un fait, et vous et moi, nous le savons, c'est un fait, ce qui veut dire que vous parlez de guerre et de génocide. Donc, quand je vois un xénophobe, je l'appelle un complice de génocide pour être gentil avec eux. Mais définitivement, le titre de génocide devrait être attribué aux antisionistes bien plus qu'il ne peut l'être à Israël. L'un des thèmes récurrents dans vos écrits est le rejet de l'équivalence morale entre les terroristes et ceux qui souhaitent arrêter les terroristes. Cela a été perdu dans la discussion sur la guerre après le 7 octobre et dans bien d'autres débats. Mais je suppose que la question est, pourquoi cette distinction morale importante a-t-elle été perdue dans une si grande partie de notre discours public? Vous demandez pourquoi cela a été perdu dans le discours public? Je ne me concentre plus vraiment sur le terrorisme, je le faisais jusqu'en 2010. Je ne fais plus cela depuis parce que le mot terroriste est devenu ambigu. C'est certain qu'en Occident, ils disent que Pour une personne, un terroriste est un combattant de la liberté, pour une autre, oui, donc ils ont éliminé la différence entre terrorisme et combattant de la liberté. C'est devenu un concept ambigu, donc je ne l'utilise plus. Je me suis intéressé aux conséquences des actions et des politiques, et donc je parle davantage de l'existence d'Israël et de l'élimination d'Israël. Et c'est un argument bien plus fort à mon avis, parce qu'ils ne nient pas leur désir d'éliminer Israël. C'est quelque chose que les antisémites nient toujours, à savoir leur antisémitisme, mais les antisionistes ne nient pas leur désir. C'est notre force d'argument. Vous admettez maintenant être raciste. dans l'un de vos essais écrits avant le 7 octobre, vous avez posé la question « Comment le Hamas, qui, comme vous le dites, est très ouvert sur son désir de détruire Israël, voire de commettre un génocide, était-il devenu le chouchou de l'Occident? On peut dire que la situation a empiré depuis qu'ils nous ont montré leurs intentions pour le reste d'Israël le 7 octobre. La question est, comment ont-ils pu s'en tirer? Et comment cette position de chouchou a-t-elle survécu à la révélation de leurs atrocités? Ils ont déjà admis leur atrocité et leur esprit malfaisant dans leur charte. Ce n'était pas un secret, mais pourtant, j'ai vu à l'université des professeurs juifs affirmer que le Hamas avait été provoqué par Israël et que le Hamas était un mouvement social. Et colloque après colloque, ils déclaraient qu'Israël était coupable de provoquer inutilement le Hamas sans aucune attention portée au désir d'Israël de se défendre contre les roquettes du Hamas. Lors d'un de ces colloques, qui est devenu public, vous savez, la foule où le public a crié « Mort à Israël et vive le Hamas ». Et je parle de 2009, pas après octobre. J'ai vu que ça arrivait et c'est pour ça que j'en ai parlé, je l'ai vu. Et puis, comme cela s'est toujours passé à l'université, le bon nom de l'université est alors associé au mauvais nom du Hamas, et ensuite le journal des étudiants sort et dit « Les experts disent que les droits de l'homme ont été violés par Israël dans sa guerre contre le Hamas. » Ceci est une combinaison de répétition et réputation. Vous associez toujours le nom d'une organisation non gouvernementale très réputée, comme les droits de l'homme, une université ou une expertise, à votre affirmation. Et cela devient plus solide, un argument plus puissant, répétition et réputation.
Et aussi, je dis la rétine, il faut avoir des images émotionnelles sur votre rétine. Donc cette combinaison de ces 3 R, c'est ce qui leur permet de pénétrer l'esprit occidental. Oui, maintenant, une question que vous avez soulevée dans vos essais est l'utilisation de la Shoah et de l'éducation à la Shoah. Merci de l'avoir mentionné, je m'en doutais. C'est notre première question. Enseignons-nous les mauvaises leçons en mettant simplement l'accent sur la tragédie de la Shoah, tout en ignorant non seulement la façon dont l'antisémitisme diffère de la haine ordinaire, mais aussi son rôle dans l'histoire juive et dans la montée ultérieure d'Israël. Comment pensez-vous que nous avons échoué à ce niveau-là? Je veux te dire un traumatisme vécu. Je suis allé visiter le musée de l'Holocauste de Los Angeles et j'ai été bien traité. Et j'ai été accompagné et pris en charge par le président directeur général. Et nous sommes entrés par la porte, puis nous sommes sortis, et le nom d'Israël n'a pas été mentionné. Ce que vous voyez, ce sont des crânes, des dents et des chaussures, des images horribles, mais nous ne voyons pas Israël. Je le compare à cela. Le christianisme ne serait pas devenu une religion mondiale si l'Évangile s'était arrêté à la crucifixion et non à la résurrection. Et nous avons fait exactement le contraire. Nous nous sommes arrêtés et nous avons montré au monde tout ce qui nous est arrivé jusqu'à notre crucifixion, mais rien sur notre résurrection. Et nous avons beaucoup à montrer, aussi bien avant la création d'Israël, avant la Shoah et après la Shoah, n'est-ce pas? Et nous ne le faisons pas. Un visiteur qui franchit la porte du musée de l'Holocauste, et pas seulement à Los Angeles, il y a 85 musées de l'Holocauste aux États-Unis. Et dans aucun d'entre eux, vous ne trouverez quoi que ce soit sur 2 choses. Rien sur l'histoire juive avant 1933, rien, et rien sur la création d'Israël après la Shoah. C'est une honte et c'est quelque chose qui va nous hanter pendant des années. Pourquoi? Parce que l'éducation sur la Shoah ou l'éducation à l'Holocauste a consommé la plus grande partie de l'éducation juive, de la philanthropie. C'est là que, bien sûr, les fils et filles des survivants de la Shoah ont consacré leur énergie, leur réflexion et leur argent. Nous l'avons essentiellement gaspillé. Peut-être que gaspiller est un mauvais mot parce qu'ils l'ont fait avec les meilleures intentions possibles, mais cela reste du gaspillage, parce que cela ne montre pas la partie la plus importante de notre existence. Nous sommes un peuple résilient, et cela ne le montre pas. Oui. Alors, imagine que tu es un enfant noir de quoi? Et tout ce que tu sais sur les Juifs, c'est une chose. C'est ces 2 heures par an où tu visites le musée de l'Holocauste, c'est tout ce que tu sais sur les Juifs. Donc tu entres par la porte, tu vois les squelettes et tu ressors en te souvenant des squelettes. C'est comme ça qu'on veut se présenter, c'est ce que nous sommes. Est-ce que c'est en partie simplement parce que les victimes sont devenues... Le statut de victime représente-t-il aujourd'hui une forme de crédibilité? Je pourrais noter que Yad Vashem, qui se trouve en Israël et qui, évidemment, n'est pas totalement déconnecté de l'histoire juive et de la montée d'Israël par la suite, il a changé de nom lorsqu'il a été repensé et relancé. À l'origine, le musée de l'Holocauste, Yad Vashem, tel qu'il avait été conçu au départ, était un mémorial dédié aux héros et aux martyrs de l'Holocauste. Maintenant, vous savez, les héros ont été relégués au second plan. Oui, Yad Vashem, si j'ai bien compris, a un mur retraçant l'histoire juive, une chronologie de l'histoire juive, et je l'ai aussi dans mon livre, exprès. Oui, tu l'as. Et je propose cela au musée de l'Holocauste que je visite. Ayez au moins un mur, une exposition ou un coin,
et si cela ne vous plaît pas, arrangez-vous en conséquence. Et, un sous-coin, mais rendez hommage à la résilience juive et à la tikkuna juive. Nous l'appelons Takuma car c'est notre renaissance, mais cela n'est jamais mentionné, ce qui est une erreur. Je trouve cela vraiment terrible. L'identité juive importe, peu importe la vie des enfants noirs à Watts, surtout si vous enseignez aux enfants. L'essentiel sur l'identité juive, c'est que les nazis nous ont massacrés. Ce n'est pas, vous savez, vraiment une valeur transmissible. Ce n'est pas la base pour faire perdurer une civilisation, n'est-ce pas? De plus, ces enfants noirs, plus tard, écoutent ce qu'on dit à la télévision sur Israël et ils ne font pas le lien entre les deux. Parce qu'Israël n'est pas mentionné dans le musée, c'est tout. Donc, il est très probable de croire qu'Israël est un Satan maléfique. En même temps, quelque chose de mauvais est arrivé aux Juifs. En 1933, ce sont des entités totalement déconnectées dans son esprit. C'est comme l'origine d'un méchant. N'est-ce pas? Oui, c'est une erreur. En tant qu'universitaire, tu as passé ta vie d'adulte dans le milieu académique. Comment juges-tu le milieu académique actuel? Comment l'idéologie woke, qui alimente la haine des Juifs et la sionophobie, l'a-t-elle affecté? Que devons-nous faire? Estimes-tu que les mesures de Trump contre les écoles tolérant la haine envers les Juifs et Israël sont pertinentes? De nombreuses communautés juives officielles s'y opposent car elles apprécient ces institutions. Quelle est ta position? Je déteste ça aussi parce que je pense que c'est fait de manière draconienne au point de réduire la recherche scientifique à un tel niveau avec une approche aussi brutale et irréfléchie. Mais en même temps, je dois reconnaître que de temps en temps, le monde académique a besoin d'être secoué, et pas seulement le monde académique. Chaque société démocratique a besoin d'être secouée de temps en temps. Et je pense que le président Trump a raison et est tout à fait justifié d'exiger que certains départements soient réexaminés parce que je connais au moins 5 départements à l'Université de Californie à Los Angeles. Ils devraient être abandonnés et totalement démantelés parce qu'ils ont été détournés par des xénophobes et c'est la pire chose que je puisse dire de quelqu'un xénophobe. Donc, ces départements devraient simplement être démantelés en raison de leur manque de crédibilité académique. Ils n'enseignent pas ce qu'ils prétendent enseigner dans le catalogue, donc avoir une telle évaluation par le corps professoral est quelque chose qui doit être fait, mais cela ne se fera que si le système est bouleversé. Et quatrièmement, la secousse est trop brutale et cela pourrait avoir des répercussions qui pourraient être dévastatrices pour la recherche scientifique. Je suppose que les partisans de Trump pourraient répondre à cela. Si l'antisémitisme est si important pour vous que vous préférez continuer à le pratiquer et que vous préférez sacrifier la recherche scientifique pour continuer l'antisémitisme, alors peut-être que c'est une institution qui a besoin d'être bouleversée. C'est un débat, mais au moins nous posons les bonnes questions. Ma dernière question pour vous n'est pas un sujet que vous avez abordé dans votre nouveau livre, mais c'est un sujet auquel vous avez consacré votre carrière et à propos duquel la plupart des gens, certainement la plupart des personnes qui écoutent et regardent ce podcast, n'en ont probablement qu'une idée très vague. La question est de savoir comment considérer l'intelligence artificielle et ses usages. Faut-il en avoir peur ou est-ce simplement un outil pouvant servir le bien comme le mal? Devons-nous en avoir peur? C'est déjà effrayant parce que cela peut tomber entre les mains de personnes mal intentionnées. Oui, donc il faut clairement en avoir peur. En même temps, je n'ai pas peur. La peur dépasse le risque que cela tombe entre de mauvaises mains. La peur, c'est que nous créons ici une espèce que nous ne pouvons pas contrôler. Une espèce intelligente qui aurait déjà une certaine volonté propre et une conscience libre
et qui finirait par devenir indépendante de nous et qui pourrait nous traiter comme des animaux de compagnie pour ses besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que certains disent qu'il doit aussi avoir une sexualité, qu'il doit aussi être religieux, qu'il doit inventer son propre Dieu. Et je suis sérieux à ce sujet parce qu'il n'y a aucun obstacle informatique à l'existence d'une telle créature. Et quand elle sera créée, nous ignorons comment la contrôler pour l'instant, et je pense que nous n'aurons jamais la capacité de la réguler ou d'empêcher qu'elle ne devienne dangereuse. Ceci est du point de vue de la science fondamentale. C'est une conclusion effrayante et digne de science-fiction pour notre podcast. Merci quand même, Dr. Pearl, d'avoir été avec nous. Parfois, je ne veux pas arrêter mes recherches. Intelligence artificielle. Non. Bien sûr, numéro 1. Parce que je suis égoïste et que je fais ça. Et la raison pour laquelle je continue de le dire, c'est que, en faisant de la recherche en intelligence artificielle, nous apprenons sur nous-mêmes. C'est vrai. Comment notre public peut-il en savoir plus sur vos écrits et suivre votre travail, docteur? Pearl, il suffit de suivre mon fil Twitter, Exudara Perle. Et nous avons des discussions très animées là-bas sur l'intelligence artificielle et sur la xénophobie. Je ne le célèbre pas bien. Merci encore. Nous voulons aussi remercier notre public. Écoutez chaque jour l'édition de Jonathan Tobin, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Que vous nous suiviez sur une plateforme en direct sur Facebook, X ou YouTube JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS. Activez la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous un avis. Écrivez à thinktwice@jns.org pour nous dire où vous suivez l'émission et ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lire, réfléchir par vous-même et à la semaine prochaine.